Déjà, mesdames et messieurs, merci d'être ici. Juste pour vous dire, cette conférence n'était pas prévue en fait. Cet atelier n'était pas prévu. Mercredi soir, c'était même pas prévu. Je voulais pas le faire. Et comme j'avais posé un certain nombre de questions à Adrien, et oui, parce qu'il n'y a pas de réponse, donc il fallait que ce soit fait. Alors, la thématique, c'est géopolitique terrestre et exopolitique vers un nouveau paradigme. On m'a demandé de quoi j'allais parler, gestion politique d'un éventuel contact, secret d'État et divulgation, impact religieux, économique et militaire, diplomatie donc étrangère avec des espèces non humaines, vous voyez ce que je veux dire, et conséquences civilisationnelles. Alors, vous savez, je vais vous dire un truc, je vais juste quelques mises de précaution. On dit que la parole est d'argent, mais le silence est d'or. Je vais vous dire un truc, ceux qui savent vraiment sur ce sujet, ceux qui savent vraiment, ils parlent pas, ils se taisent. Vous voyez ce que je veux dire? Et moi, je vais parler. Ça veut dire que, comme disait Aimé Michel en 1977, dans Mystérieux objet céleste, 20 ans après son livre, 20 ans après, il disait ce que je sais, ça tient sur un timbre-poste. Moi, c'est ce que je sais. Ça tient sur un timbre-poste, mais le timbre-poste, il s'étend. Vous comprenez le truc? Et donc, en fait, qu'est-ce que c'est l'objectif? Là, ça va être faire de preuve d'intelligence collective. Ça veut dire qu'en fait, je vais vous poser beaucoup de questions. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est dans un processus d'intelligence collective, un peu dans un processus maïotique, un peu comme Platon quand il parle de Socrate. Vous voyez? Ça va être ça, on va être dans un processus de dialectique d'intelligence collective. Est-ce que je suis clair ou pas? Ça va jusque-là? Voilà le truc. Et il faut avoir beaucoup de discernement. Vous voyez, parce que je vois, il y a des gens ici, mais il faut avoir une capacité critique, une capacité de discernement. Faut pas accepter les choses comme ça. Vous devez vous-même le valider. Donc là, quand je parlais, on va dire, j'utilise beaucoup le mental, mais en fait, ce mental, à la base, il y a beaucoup d'intuition. Vous comprenez? Comme disait le philosophe Bergson, il y a des lignes de force. Donc on sait où on va, puis après, le mental, il reconstitue. Ça va jusque-là? Bon. Et il y a un dernier point, vous avez précaution oratoire, et un dernier point, écoutez, c'est super important. Il faut pas confondre compréhension intellectuelle avec expérience. Vous voyez, j'ai lu un bouquin, j'ai compris. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tout faux. Donc, faut pas confondre compréhension intellectuelle avec expérience. Il faut pas confondre les expériences avec la réalisation, parce qu'on peut avoir des expériences, comme on dit le terme tibétain, les niams, ça fait miam miam. Donc, ne pas confondre les expériences avec la réalisation, parce que la réalisation, c'est la stabilisation des expériences. Et il faut pas confondre réalisation avec libération. Je sais pas si je suis clair dans ce que je dis. Libération. Et quand on se libère la matrice, en fait. Voilà. Alors, en fait, ça aurait été vraiment super que ça se fasse en collectif, parce que Adrien aurait pu parler, Anatole aurait pu parler, Hugo aussi qui devrait venir, Lynn que j'ai vu. Enfin, il y a beaucoup de gens qui pourraient parler de ce thème, qui ont beaucoup de connaissances. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, j'ai essayé d'être un agrégateur, quoi. Est-ce que j'ai été clair jusqu'ici? Ça va? Alors, en fait, vous voyez, quand on parle de géopolitique terrestre et exopolitique, il faut d'abord définir qu'est-ce que c'est que la géopolitique et la géopolitique terrestre, et qu'est-ce que c'est que l'exopolitique, avant d'en arriver au vif du sujet. Et vous verrez, je vais me baser uniquement sur des éléments factuels. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis pas dans les théories machin. Les éléments factuels et aussi déclassification des archives. Et vous verrez, je me base uniquement sur des publications scientifiques de haut niveau, publiées dans des revues, ce qu'on appelle la référée à comité de lecture, comme Nature, enfin bon, The Lancet Science, il y en a beaucoup, Icarus. Vous voyez ce que je veux dire? Des publications scientifiques. Moi, je travaille uniquement là-dessus. Ou des documents déclassifiés, ou des documents officiels de la NASA, enfin voilà, quoi. Ça fait beaucoup de choses. Est-ce que vous avez des questions déjà? Alors, oui, je m'appelle Romain. Ok, de quelle autorité légitime je dis ça? On va faire les choses très simples. Vous savez, études Sciences Po, tout ça. Bon, je suis passé par là, prof de physique et de mathématiques aussi. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui ont entendu parler déjà de René Guénon? Levez la main que je vois un peu. J'ai juste que, oui, René Guénon. Ok. René Guénon a beaucoup insisté sur recevoir une éducation traditionnelle. Il y a différents moyens, d'accord. Je vois et certains ont reçu aussi une éducation traditionnelle. Bon, bah. Pour faire les choses simplement, ça fait 25 ans que je suis dans le bouddhisme tibétain. J'ai fait une retraite de 3 ans. J'ai fait le Shedra, Népal, Inde. Enfin, j'ai eu accès aux textes. Par exemple, vous avez des textes dans le Dzogchen, des tantras du Dzogchen, disent que le Dzogchen est aussi enseigné dans 27 systèmes stellaires. Il n'est pas uniquement enseigné sur Terre. Quels sont les systèmes stellaires en question? Vous voyez ce que je veux dire?
Donc vous avez des textes on en reparlera après. Donc ça m'a donné une matrice en fait. Ça m'a permis en fait, j'étais dans une culture qui permettait de gérer ce genre de choses parce que la culture occidentale, là, mes collègues ils voulaient me mettre sous le Prozac, vous savez, antidépresseur, parce que vous comprenez ce que je veux dire quand vous avez accès à d'autres plans de réalité. Voilà. Mais je m'étendrai pas là-dessus, quoi. Alors on va revenir à des choses très terre à terre. Alors, qu'est-ce que c'est que la géopolitique? Déjà, on va faire les choses très simples. Qu'est-ce que c'est que la géopolitique? C'est la discipline d'analyse des rapports de puissance entre acteurs politiques. Quand on dit acteurs politiques, ça peut être les États, vous voyez, les gouvernements, les coalitions d'entreprises, les groupes armés, les organisations internationales, les ONG. Ça va jusque-là. Et donc, c'est la discipline d'analyse des rapports de puissance, des rapports de force, en lien avec les territoires, les ressources, les routes stratégiques et les populations. On cherche à comprendre un peu qui contrôle qui, pourquoi, par quels moyens, avec quelles conséquences. En clair, c'est la formule, c'est le triptyque, c'est politique, espace, puissance. Ça va jusque-là? Est-ce que je suis clair sur ce que c'est que la géopolitique terrestre? Alors maintenant, si vous voulez faire, il faut d'abord la géopolitique terrestre. S'il y a des gens qui veulent, donc c'est enregistré, c'est super. Vulgarisation, mainstream. Vous avez l'IRIS, IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. Pascal Boniface, ça fait 30 ans qu'il est dans le domaine, il fait des capsules sur YouTube. Aucun souci, il est mainstream, donc par contre, il est honnête, il va pas faire les extraterrestres, hein, ça reste très mainstream. Vous voyez, par rapport à la Palestine, il s'est fait boycotter, ça faisait 25 ans qu'il a l'émission, vous savez, c'est dans l'air sur France Télévisions, il s'est fait jarter, il a dit qu'il avait génocide, il a dit le gros mot qu'il fallait pas, quoi. C'est mainstream. Par contre, il y en a un deuxième, le CF2R, le Centre français de recherche sur le renseignement. Ça, c'est une pointure, c'est très lié au monde du renseignement. Il y a vraiment beaucoup d'analyses aussi. Donc, vous allez voir sur YouTube. Guillaume Dasquier était son directeur. Il est mort officiellement suicidé le 12 juin 2025. Il y a plus d'un an. Et il était sur des choses dont il fallait pas parler, qu'on va dire. Vous voyez ce que je veux dire, comme le dit Pelé Marlex après qu'a suivi. Donc, vous voyez, géopolitique, si vous voulez faire géopolitique terrestre, l'IRIS, Pascal Boniface, il y a des capsules sur YouTube. Après, je peux vous donner les manuels, vous savez, pour cartographier qu'est-ce que c'est cette discipline académique. Alors, on va commencer à arriver un peu l'exopolitique. Qu'est-ce que c'est que l'exopolitique? C'est un concept académique standardisé pour désigner la réflexion sur les relations possibles entre l'humanité et des intelligences non humaines, ce qu'on appelle extraterrestres ou des consciences exogènes. Ça va jusque-ci. Alors vous verrez, si vous posez la question à un moteur des recherches ou une intelligence comme ChatGPT, elle va vous dire une discipline marginale non académique. C'est archi faux. L'exopolitique, c'est une discipline qui est académique, avec un corpus scientifique et académique qui est solide. J'invente rien. Il y a 40 ans derrière déjà. Donc c'est vraiment mainstream aujourd'hui. Alors, l'exopolitique traite des thèmes comme gestion politique d'un éventuel contact. Le contact il est établi depuis longtemps. Je ne voudrais pas m'avancer là-dessus que basé sur des éléments factuels. Gestion politique d'un éventuel contact, secret d'état divulgation, impact économique, militaire, politique et religieux sur notre société. Les diplomaties interespèces, ça c'est chaud bouillant. Alors vous voyez, je vais vous dire un truc, par exemple, Adrien pour intervenir, parce que les PSS, les PSS, tu pourrais dire ce que c'est, Adrien, les PSS pour les gens? Puis aussi, tu sais, entre les starseeds, les envoyés, j'aborderai pas ça, mais il y a beaucoup de clarifications à apporter. En fait, je connais très mal l'histoire galactique. Parce que j'ai répertorié entre 20 et 40 espèces qui sont en contact direct constant avec l'espèce humaine. Donc ça, j'ai des trous. Je connais un peu les guerres d'Orion, Mars, etc. Mais j'ai encore des trous parce que je connais bien la géopolitique terrestre, mais je connais pas encore la géopolitique galactique. Donc on va parler de ça. Alors en fait, ce que je vais commencer, mais ça serait bien qu'il puisse y avoir une interaction. Je voudrais commencer par des éléments factuels, vous voyez, qui sont très séparés, puis après on va tout regrouper, et finalement on va en arriver à la fédération galactique, la composition, l'interaction, etc. Il y aurait beaucoup de choses à dire. On va faire très simple. Par exemple, il y avait le président Ronald Reagan dans les années 80 à l'ONU, vous voyez, il a dit, il prend à l'ONU, président Ronald Reagan, il a fait 2 mandats, 80, 84, 84, 88. Après Jimmy Carter et avant Bush père. Il a dit exactement, à l'époque, il y avait l'URSS qui existait encore. Il a dit, ça serait bien que l'humanité puisse s'unir face à une menace extraterrestre. Il disait peut-être qu'elle est déjà parmi nous. Vous voyez ce que je veux dire? Ce à quoi Gorbatchev, qui était secrétaire général du Parti communiste de l'URSS, il a dit, dans cette éventualité, oui, on pourrait s'unir.
Il a fait 3 déclarations à l'ONU. Vous voyez ? Premier point. L'espèce humaine, il disait pour dépasser les antagonismes du moment. Vous voyez ? L'espèce humaine menacée. Deuxième point. Par exemple, Paul Hellyer était ministre canadien de la Défense de 1963 à 1967. C'est un pays du G7, le Canada. Vous voyez, vous avez le G7, c'est le ministre de la Défense. Il a pris la parole et en 2005, il a tout déballé. Il a parlé de la cabale. Il parlait quoi, la cabale? C'est-à-dire qu'il y a des êtres humains qui travaillent pour des êtres extraterrestres involutifs et qui maintiennent l'espèce humaine en servitude et en esclavage. Et qu'il y a urgence à se libérer. Je caricature. Il a écrit le livre La Cabale. Il en a écrit plusieurs. Vous voyez, il était ministre de la Défense. Bon, très bien. Moi, ce qui m'avait le plus surpris, c'est en 2020, c'était Ani Eshed, général israélien. Ce général israélien a été responsable du programme spatial israélien de 1980 à 2010. Ça va jusque-là? Universitaire, 85 ans. Alors ça fait un tollé, le gars, parce qu'il était encore en activité en tant qu'universitaire, mais plus en tant que responsable du programme israélien. Il a parlé, il existe une fédération galactique. Ça va jusque-là? Donald Trump est au courant. Il a voulu en parler, mais les extraterrestres ont dit, il faut surtout pas en parler, l'humanité est pas prête. Et puis qu'il y a des humains qui travaillent avec des extraterrestres sur des bases sur Mars. Ouais, c'est ce qu'il dit, ce gars-là. Responsable du programme israélien 1980-2010, pendant 30 ans. Vous voyez, ça fait déjà 3 sources. Je peux continuer avec Edgar Mitchell. Alors, il est supposé avoir marché sur la Lune. Ça après, c'est une autre question. Vous voyez, 12 hommes ont marché sur la Lune. Vous voyez. Et alors, il l'a dit en 2008. Vous voyez, les extraterrestres nous côtoient depuis longtemps. Parce qu'il disait, j'ai eu accès à des cercles dans la communauté américaine du renseignement. Vous voyez, il a fait partie de panels. Il disait ça, on le sait depuis très longtemps. Et puis après, il parle des extraterrestres involutifs et évolutifs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, et avec il parle aussi de la cabale, quoi. Edgar Mitchell. Je caricature, c'était 2008 sur la radio Carrigan britannique. Donc, je donnais un peu tout ça. Maintenant, pour vous dire un peu les choses. Par exemple, moi, j'ai fait des recherches tout azimut. Ça fait 35 ans que je bosse dessus, donc tous les documents déclassifiés américains avec le FOIA, Freedom of Information Act, donc j'en parlerai après. Par exemple, qui a entendu parler de Camille Flammarion? Qui était Camille Flammarion? Enfin, sans être le prof, attention. Camille Flammarion, célèbre astronome international français du 19e siècle. Vous savez, la France, c'était le siècle des Lumières, 18e, 19e. Vous aviez Victor Hugo, il y avait aussi Camille Flammarion. Il a écrit l'astronomie populaire, un gros manuel, vous savez, c'est vraiment la référence scientifique fin 19e siècle. Donc, dans l'astronomie populaire, Camille Flammarion, il parle des observations, vous savez, astronomiques d'activités industrielles sur la Lune. Vous comprenez ce que je veux dire? Et ça, c'était avant le 19e, il faut aller le chercher, quoi. Par exemple, rapport de la NASA sur 1968, il a été réactualisé depuis. On parle des phénomènes transitoires lunaires, c'est les PLP. Les phénomènes transitoires lunaires, c'est très mal expliqué, c'est qu'il y a des lumières un peu mystérieuses sur la Lune avec des flashs sur la face visible de la Lune. On se demande qu'est-ce que c'est. Dans le rapport officiel de la NASA, vous voyez la lettre gamma grecque, je sais pas si vous voyez ce que c'est la lettre gamma grecque. La lettre gamma grecque, donc et il y avait une lettre gamma grecque lumineuse dans le cratère de Platon. Observez. Ah oui, c'est vrai, je marquais après. Vous voyez ce que je veux dire? Quand vous avez la lettre gamma grecque lumineuse observée depuis la Terre dans le cratère de Platon, c'est pas du naturel. Et il y a beaucoup de choses. Je veux dire, les astronautes, ils font des commentaires, etc. Et donc on voit qu'il y a beaucoup de choses. Et en fait, je fais l'atelier géopolitique parce que je posais des questions à Adrien. Et je vous explique pourquoi. Parce que si on parlait du système planétaire de défense, je me demandais qu'est-ce que c'est que ce machin-là. C'est un chercheur, Patrick Jackson. Ça fait maintenant, il a 2015, ça fait 10 ans. Alors son travail, il est parfait parce qu'il y a des vidéos, il y a des radars, il y a tout, c'est observable. On peut même l'expérimenter soi-même. Donc et comment dire, il a modélisé l'existence d'un système planétaire de défense très antique. Vous voyez ce que je veux dire, multimillénaire, de très haute technologie avec effet tunnel quantique géré par intelligence artificielle. Il a trois couches de défense. Et en fait, si vous voulez, vous avez des ovnis qui butent d'autres ovnis. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez des ovnis qui détruisent d'autres ovnis. Donc il y a des clans
qui sont en guerre les uns par rapport aux autres. Et si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que dans l'histoire, j'ai noté ça, c'est que par exemple, c'est Nuremberg 1561 ou Bâle 1566, c'est représenté sur des tableaux. On voit en fait des ovnis qui se bagarrent avec d'autres. On voit la ville qui est en fumée et on voit les humains qui sont comme ça, ils l'ont représenté. Et donc ça représente en fait les tic-tac, vous savez le porte-avions Nimitz et les tic-tac, les cylindres, ça représente les orbes, ça représente les sphères, c'est la bagarre quoi. Et quand on voit le descriptif, le texte en latin, la modélisation, ou alors il représente même un ovni, un tic-tac qui s'est scratché au sol dans une représentation Nuremberg 1561. J'invente rien, je l'ai en photo sur mon téléphone, je l'ai là. Mais j'avais pas prévu de faire la conférence, donc j'ai pas d'ordinateur, j'ai rien. Ça aurait été mieux de vous le montrer, vous voyez ce que je veux dire, avec la modélisation, etc. Mais ça sera une autre fois. Et donc, vous voyez, au niveau historique, ça épouse totalement le modèle de Patrick Jackson, je l'ai modélisé, ou des ovnis butent d'autres ovnis, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Alors après, c'est qui, c'est pourquoi, où, quand, comment. Et en fait, les réponses, on les a en fait dans les documents déclassifiés, en fait. Donc, il y a plusieurs factions en présence jusque-là. Je sais pas si je suis clair dans ce que j'ai dit. Ok. Ensuite, parmi vous, qui a entendu parler déjà de BAM, B-A-M, bâtisseur de l'ancien monde? Patrick Fouillard, levez la main s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur BAM, bâtisseur de l'ancien monde? Donc on est BAM, Patrice Fouillard, la révélation des pyramides 2010, bâtisseur de l'ancien monde, allez-y. La chose qu'on peut remarquer par rapport à ça, c'est que il y a beaucoup de constructions qui ont été faites bien antérieurement à ce qu'on nous avait expliqué. Si on parle des pyramides, si on parle des assemblages des blocs de plusieurs tonnes qui sont ajustés au micro-millimètre près, dans les temples qu'on a retrouvés, les temples du soleil qu'on a retrouvés au Pérou, à Alaska ou partout ailleurs, et que c'est visiblement, avec nos connaissances actuelles, difficile à comprendre comment les gens ont pu construire ces bâtiments, qu'il s'est passé quelque chose. Maintenant, il y a beaucoup d'hypothèses qui sont bien différentes, et on est libre de croire un peu ce qu'on a envie de croire. Parce que des gens qui détiennent la vérité par rapport à ça, sont très peu nombreux, j'imagine. Exact. En fait, moi, je me base sur des documents scientifiques. Je crois que, personnellement, je crois que nos civilisations, elles sont pas nouvelles. Il y a déjà eu 10 000 ans en arrière des choses qui se sont passées. Maintenant, on a un autre tournant de 10 000 ans. Pour une période de 10 000 ans, c'est des cycles qui sont beaucoup plus vastes que ce qu'on nous a appris dans l'histoire, en tout cas à l'école, et que ces choses recommencent de manière cyclique, comme nos incarnations d'ailleurs, et que les réponses sont déjà pour certaines de l'ordre de l'ancien cycle. Exact. Alors, pourquoi je vous parle BAM? Alors, il y en a d'autres, hein, mais BAM, bâtisseur dans l'ancien monde, Patrice Fouillard, parce que ça fait déjà 9 ans, les grottes de Barabar en Inde. Qui a entendu parler des grottes de Barabar en Inde? Bon, ok. Écoutez bien, ce que je dis, c'est du factuel. J'ai téléchargé les 5 PDF. C'est-à-dire avec une entreprise française de très haute technologie. Ils ont été plusieurs fois en Inde, vous voyez, scan 3D, du laser, avec des appareils aussi qui mesurent le son. Ils ont fait la totale. Donc, ils ont fait des rapports scientifiques de haut niveau, qui sont en format PDF téléchargeable sur le site web. Vous comprenez ce que je veux dire? Et qui analysent en profondeur les grottes de Barabar. Donc, c'est quoi le bilan de tout ça? Parce que c'est inexplicable. Comment ça a été créé? C'est comme, il y a des pierres qui sont dures, quoi, comme le granit, quoi. Je veux dire, voilà, quoi. Comment ça s'est fait? Et en fait, quand on analyse ces rapports scientifiques, on tombe sur une science qui est beaucoup plus en avance que la nôtre, en fait, mais on a les paradigmes de base, en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Là, vous avez des rapports scientifiques sur terrain, de haut niveau, accessibles gratuitement au format PDF, et ça vous donne la base d'une autre science, d'une science antique. Vous comprenez ce que je veux dire? Et attention, il y a Barabar en Inde, mais vous avez aussi au Pérou avec Ollantaytambo aussi, à 3500 mètres d'altitude, etc. Donc, je vous passe sur les détails aussi avec Machu Picchu, etc. Mais quand vous prenez ces rapports scientifiques, ça donne une science, vous savez, un peu... On a même déposé des brevets. Enfin, je veux dire, vous allez sur Google Patent, vous avez le truc. Je sais que je surprends les gens, hein. Mais en fait, on a les paradigmes, parce que la science a été coupée en 1970. On nous a empêchés de progresser, hein, parce que sinon, c'est un peu... Alors, là, ce que je dis, c'est une assertion. C'est pas une preuve. Vous comprenez? Donc, faut prendre ce que je dis avec différence. Bon, quand vous prenez ces 5 PDF, vous prenez après Ollantaytambo, et en fait, on tombe sur une science Sony qui travaille sur le son,
désintégration de la matière et aussi manipulation locale de l'espace-temps, un peu comme les ovnis quand ils se déplacent. En gros, c'est ça, quoi. Donc on retombe sur la même science. Ouais, c'est ça que je voulais dire. Et alors, ce que vous devez savoir, ça c'est prouvé scientifiquement par A plus B, il y a à peu près 12 800 ans, il y a eu une catastrophe planétaire dans le Drias récent. Ça, c'est la littérature, elle est énorme, c'est indubitable. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a eu un cataclysme de niveau mondial il y a 12 800 ans. Ce que vous devez savoir, par exemple, nous, on est français, donc on a la civilisation gréco-romaine. Platon, ouais, ça c'est mondialement. Platon, dans 2 textes, le Timée et le Critias, il parle de l'Atlantide. Vous comprenez ce que je veux dire? Et comme il décrit, c'est exactement à l'époque du Drias récent. Et il dit 9000 ans avant. Donc, je veux dire, et c'était 600 ans avant Solon. Donc, ça fait 9600 plus nos 2000 ans, etc. On arrive à 12 800 ans. C'est-à-dire, grosso modo, vous savez, la chronologie indiquée par Platon dans son texte correspond précisément à la catastrophe du Drias récent. Vous voyez ce que je veux dire? Et aux mêmes manifestations. Et Platon, il va même plus loin, parce que Platon, c'est 4e siècle avant notre ère. Vous voyez, il parle de comètes qui viennent périodiquement frapper la Terre. Éruption volcanique, raz-de-marée, etc. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Parce que c'est en fait, ça s'est passé sur une période de 21 ans. C'est des corps planétaires qui reviennent. Comme vous disiez, monsieur, c'est cyclique. Et qui ont frappé la Terre. Et en fait, on a eu 1200 ans, entre guillemets, d'hiver nucléaire. C'est pour ça, vous voyez, en Turquie, il y a des trucs, des grottes en dessous, là. Donc, ils ont été se réfugier là-dessous, etc. Donc il y a beaucoup de traces de technologies très anciennes. Je ne sais pas si vous avez entendu parler les cartes de l'amiral Pyrrhus, c'est les cartes des rois de la mer. En clair, vous devez savoir, c'est encore publication scientifique, c'est que il y a des chercheurs, des cartographes ont travaillé avec l'armée aussi américaine, ils ont cartographié. Il y a Paul-Émile Victor, le grand explorateur, vous savez, français en pôle sud. Il s'est penché là-dessus, il a écrit là-dessus aussi. Hein. J'invente rien. En clair, il y avait des cartes géographiques très détaillé avec trigonométrie sphérique. Je sais pas si vous voyez trigonométrie sphérique, il faut des engins aériens pour le faire. Hein. Ça se fait pas par le sol, hein. D'accord? Donc il y a des cartes utilisant de la trigonométrie sphérique qui représentent la planète Terre avant le Drias récent. Et à ce moment-là, le niveau des océans est beaucoup plus bas. Comprenez? Donc il y a eu une civilisation passée très ancienne, technologiquement évoluée, qui a disparu, c'est ce qu'on appelle, c'est les cartes des rois de la mer, Charles Gaulle, navigateur. Et voilà. Vous voyez, donc, pour restituer les morceaux. Donc, vous voyez, dans notre passé, il y a eu des civilisations, enfin, c'était l'Atlantide, là, il y a eu 3 périodes, il y a eu des civilisations plus avancées, en fait. Et en plus, même spirituellement. Est-ce que vous commencez à faire le lien entre le passé de l'humanité, catastrophe, amnésie, on recommence, Bram Hancock, on pourrait dire ça, vous voyez. Et cette civilisation était vraiment était basée sur en fait sur l'énergie du cristal. Je sais pas si vous qui dans la salle ont entendu parler un peu énergie, science du cristal, s'il vous plaît, levez la main. Ok, bah ils étaient très puis ils fonctionnaient aussi un peu avec Tesla, quoi, avec leurs appareils, etc. Enfin, on va passer là-dessus. Donc il faut déjà avoir ça en tête. Vous voyez, je veux dire, le passé, l'humanité. Vous voyez, quand on recolle les morceaux, quand je parle comme ça, c'est qu'en fait, je me base sur des éléments factuels. Vous voyez, je suis pas dans l'hypothèse ou dans la canalisation. C'est du concret. Alors maintenant, il faut revenir à ça. Alors, il y a juste un petit truc. Si vous voulez vraiment noter une personne qui sait, c'est la médiatrice interstellaire. Je la connais pas personnellement. Non, elle a formé déjà une 50aine de personnes. Ça s'appelle, elle a écrit un livre, Zahor Vieira. Zahor, Z-A-O-R. Zahor, ouais, je donne le titre. Zahor Vieira, Z-A-O-R. Ouais, je la connais pas personnellement. Oui, c'est une dame. Zahor Vieira, V-I-E-R-A. Elle a écrit le premier manuel de formation, Premier Contact. Alors après, Marie-Antoinette, Voyage dans le temps, le planétoïde, 12 000 ans, mais ça, les gens, ils comprennent pour les autres. Donc, Zahor Vieira. Faut vraiment, et cette personne, c'est une pointure. Pourquoi je vous dis que c'est une pointure? Parce qu'elle a l'humilité, la simplicité. Elle a une petite chaîne YouTube, et en fait, c'est une érudite, une universitaire, et on voit qu'elle a 50 ans de pratique de méditation derrière elle, en fait. Je la connais pas, mais je sais que c'est, voilà, quoi, que c'est une pointure, mais c'est discret, ça cherche pas, vous savez, à apparaître sur la scène. Bon. Ouais, elle s'appelle Tim, et donc elle est en contact, d'après elle, avec un pléadien. Hein. Je crois que c'est, comment il s'appelle, Jean-Louis, tu l'as? Son contact. Non, son contact à Tim. Bref, ouais.
C'est un pléiadien, on est d'accord. Voilà. Pléiadien. Donc elle tire ses sources de ce pléiadien. Voilà. Et c'est très très détaillé. Ouais. Donc, Exactement. Et tu sais, vous pouvez corriger, mais il y a une chose que vous devez savoir, mesdames, messieurs, écoutez attentivement ce que je vais vous dire, parce que vous pouvez avoir des femmes et des hommes qui ont été en contact, vous savez que l'expérience est réelle. Comprenez? L'expérience est réelle, puis ils commencent à parler. Par contre, il y a un putain de problème après, c'est que quand vous avez vous savez ce que j'appelle les 3 critères, notoriété, image de marque, réputation. D'accord? Je répète, notoriété, image de marque, réputation. Pognon. Vous voyez ce que je veux dire? Ben là, ils explosent en plein vol parce que là, il y a l'ego qui vient derrière. Vous savez, parce que quand vous commencez à avoir une certaine autorité, bon, c'est super. Et puis vous pouvez commencer à gagner un peu d'argent, vous jouez sur l'image. Mais le problème, c'est que vous risquez d'exploser en plein vol, ou alors d'être récupéré en fait. Je dirais plutôt ça. Vous voyez le truc, c'est pour ça qu'il faut avoir vraiment une solidité intérieure pour pas tomber dans le piège. Est-ce que je suis clair ou pas? Vous comprenez le truc? Donc vous pouvez par exemple, vous avez des gens au début, ils sont brillants, et c'est sincère, etc. Et après, paf, quoi. Par exemple, je vous ai parlé de la tradition tibétaine. Alors, juste pour vous dire, la société tibétaine, super, mais bon, société féodale, patriarcale, droit de cuissage, etc. D'accord. Donc, puis ils ont des histoires de meurtre, un peu à la Dallas, je te fais des sortilèges, etc. Donc, faut pas l'idéaliser, hein. Attention, vous comprenez le truc? Par contre, ils ont conservé intacts les enseignements, ils les ont apportés jusqu'à nous. Vous voyez, je veux dire, du Pimbaba Sambhava. Donc ils sont très forts là-dessus. Donc il faut, comment dire, il faut avoir un sens critique, du recul, etc. Il y aurait beaucoup. Il y avait aussi Mystérieux. Alors BAM aussi, ils ont été au Pérou là en 2026 et puis avec des compagnons tailleurs de pierre, hein, les vrais, hein. Vous voyez, qui ont 40 ans d'expérience, quand ils voient, ils vous donnent des trucs. Vous voyez, c'est des tailleurs de pierre, des compagnons du devoir. Je parle pas des francs-maçons, hein. Je parle des compagnons, les compagnons du devoir, les tailleurs de pierre. Vous savez, depuis 1000 ans, vous savez, les cathédrales en 1200, les bâtisseurs. Oui, c'est des experts, hein. C'est pas des loulous. Ils ont 40 ans d'expérience, ils travaillent la pierre et la matière. Vous voyez, quand ils voient ce qu'ils ont construit, je peux vous assurer qu'ils se disent que la civilisation qu'il a construit, c'est... Et vous savez, on peut même non seulement en déduire leur niveau technologique ou leur science. D'ailleurs, ils nous aident à progresser, parce que moi, ils m'ont aidé à progresser. Mais en plus, on peut voir aussi leur maturité spirituelle, vous voyez. Vous comprenez le truc? Et ça, c'est factuel, c'est de la pierre. Voilà, bon... Il y a aussi il y a un monsieur mystérieux ancien bâtisseur là qui fait des vidéos, donc il est très très bien aussi ce monsieur, une petite queue de cheval, etc. Ami de l'ancien monde, bonjour. Et il y a Julie Couvreur aussi, je sais pas si des gens ont un peu Julie Couvreur, elle est on peut ne pas être d'accord, mais c'est très pointu aussi, quoi. Ça fait déjà 5 ans qu'elle fait ça, ou 6 ans. Donc vous voyez, quand vous bon, là je vais rester dans la sphère francophone, hein, en fait, hein. Vous voyez, pour parler du passé de l'humanité. Alors maintenant, on va revenir à ce qu'on m'avait demandé, n'est-ce pas, de quoi je vais parler, quoi, parce que géopolitique terrestre, exopolitique, c'est chaud, quoi. Alors là, si je veux parler, je m'avance, c'est-à-dire que quand je dis publications scientifiques et tout, je vais prendre des raccourcis, ça va faire des exagérations. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, on ne peut pas dire c'est vrai ce que je dis. Il faut faire preuve de sens critique. Vous comprenez, hein, c'est important. En fait, là, il y a eu pendant très longtemps, il y a eu les guerres d'Orion. Je sais pas qui a déjà entendu parler des guerres d'Orion autrefois, s'il vous plaît. Ok, il y a eu 3 phases, etc. Et en fait, il faut savoir que, vous savez, les conflits galactiques, bam bam bam, la guerre, etc. Ça se prolonge sur Terre en fait, et c'est à sa conclusion actuellement. Je raconte pas des conneries, quoi. Je vais aller plus loin. Je voudrais vous parler en fait de comment on peut catégoriser les races, les espèces, voir leurs moyens, capacités, objectifs. Ça, c'est très facile à faire. Je vais être très simple. Il y a différentes matrices, tableau à double entrée, double sortie. Je vais être très rapide. Ça va? Je parle correctement ou je parle trop vite pour l'absorption? Dites-moi, comment vous sentez? C'est vrai? Ça fait beaucoup trop d'infos? D'accord. Par rapport à tout ce que j'ai dit, qu'est-ce que vous avez retenu quelque chose ou pas? Excusez-moi, juste vous dire que ne vous inquiétez pas parce qu'il vaut mieux qu'il en dise beaucoup vu que tout est filmé et on va revoir après. Donc il faut pas trop le ralentir, comme ça on a plus d'infos. C'est mon conseil. Hein. Alors écoutez bien, comme ça madame, je vous prendrai comme point de référence. Très important. Je dis je vous prendrai comme point de référence.
Oui, bon, écoutez bien. Par exemple, un MiG-25, c'est un avion de chasse qui est russe, n'est-ce pas? Un Rafale, c'est un avion de chasse français. Un F-15, c'est américain. C'est pareil pour les ovnis. Alors, on appelle ça UAP aujourd'hui. On va dire soucoupe volante, tout ce que vous voulez. C'est-à-dire que par rapport, vous savez, au design extérieur, vous savez, vous pouvez voir grosso modo à quelle espèce c'est rattaché. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est la première mode de classification. Deuxième mode de classification, c'est sur la technologie utilisée, en fait. Ils utilisent pas tous la même technologie. Il y en a certains, c'est la physique non newtonienne, manipulation de l'espace-temps, donc ça c'est le summum, antigravifique partiel, et d'autres aussi fusion nucléaire froide, mais avec radiation. Donc on peut, vous voyez ce que je veux dire, on peut hiérarchiser par rapport à la technologie utilisée. Vous voyez par exemple, vous avez des voitures, quand vous mettez de l'essence, c'est comment dire l'énergie combustible. Après la voiture électrique, la Tesla, ça sera une technologie qui sera différente. Vous voyez ce que je veux dire? Après, si on utilisait la vraie technologie Tesla, 1990-2000, 1900, ça serait super. Mais donc on peut déjà catégoriser. Est-ce que je suis clair jusqu'ici? Ok, très bien. Donc vous avez vu les apparences, etc. Alors les ovnis, c'est pas non plus tôt les boulons, c'est aussi conscience. Vous avez des ovnis, en fait, c'est une conscience. Le vaisseau en lui-même est une conscience, une intelligence. Ça, il faut comprendre, c'est chaud. On passera. Ça, c'est le premier point. Deuxième point aussi pour catégoriser, c'est la morphologie. Parce qu'il y a tellement de notifications d'ovnis qui sont enregistrées, donc là, c'est royal, avec l'outil LIA. C'est que, vous savez, nous, on est une humanité terrestre, mais il existe d'autres humanités non terrestres, en fait, qui sont nos cousins, en fait, Je m'avance quand je dis ça. Donc vous pouvez cataloguer, puis vous avez aussi la forme humanoïde. Vous avez différentes formes, vous avez deux têtes. Enfin, deux têtes, qu'est-ce que je raconte? Une tête, deux jambes, deux bras, avec des doigts, d'accord? Ça c'est facile. Après, vous avez des formes polymorphes un peu animales, vous voyez? Bon, pourquoi je vous dis ça? Ça vous permet de catégoriser ça. Alors, ce qu'il faut savoir quand on parle de conscience exogène ou d'intelligence extraterrestre, il y a différentes typologies. Ça va jusque-là? Alors écoutez bien, pourquoi je dis ça? Nous sommes des intelligences de nature biologique, on est d'accord? Même si on est réincarné. On est des intelligences biologiques. Alors vous avez les extraterrestres comparés aux extraterrestres, des intelligences de nature biologique. Vous avez des intelligences de nature énergétique. Énergétique, ça veut dire qu'elles ont un corps, d'accord? Mais le corps est pas biologique. Il est matériel, mais sur un plan plus subtil, une fréquence un peu plus haute. Mais c'est encore des corps énergétiques qu'on peut détecter avec nos appareils. Vous voyez, on a une haute technologie. Vous voyez, le spectre des fréquences est très large. Donc, ça permet de détecter. Donc, ce que j'appelle des intelligences de nature énergétique. Et vous avez aussi des consciences de nature spirituelle. Donc là, on rentre plutôt dans le royaume angélique avec une hiérarchie. Vous voyez ce que je veux dire? Puis après, il y a autre chose. On appelle ça les archéons, mais après, il y a différentes modalités quand on parle comme ça. Vous savez, dans le christianisme, pseudonyme, l'aréopagite, les trônes, les puissances, les gloires, archanges, anges, vous voyez, il y a toute une hiérarchie. Dans le bouddhisme tibétain, vous avez les déités, de sagesse qui ont atteint l'éveil, puis les déités mondaines qui l'ont pas atteint. Vous prenez les protecteurs et tout, bon, peu importe. Donc spirituel, énergétique, biologique. Et il y a une chose qu'il y a un an que je connaissais pas, que j'avais sous-estimé, c'est ce que j'appelle les civilisations technologiques. Technologique, ça veut dire IA. C'est-à-dire vous avez aussi une ou des intelligences, des super intelligences artificielles en fait. Vous avez plusieurs, mais vous avez une super intelligence artificielle où c'est une civilisation technologique. Ils absorbent la civilisation biologique. Comprenez? Et là, on est gravement menacé nous à ce moment actuellement là-dessus par rapport à ça. Ce que j'appelle le dieu IA, quoi. Vous voyez la typologie? Et justement, il y a aussi des protections. Il y a aussi des protections, c'est un truc que j'ai découvert que je connaissais pas. Adrien a déjà fait un post là-dessus, il y a Philippe aussi. L'Alliance Galactique, l'Alliance Terrestre, vous voyez ce que je veux dire? Vous devriez être là, ça devrait pas être moi. Je vais vous dire comment j'en suis arrivé là-dessus. En fait, je suis remonté à 1214, Francis Bacon, Roger Bacon. Je suis parti de 1214 de notre calendrier. Et je suis remonté jusqu'à 2025. C'est-à-dire qu'il y a une possibilité de cartographier les veilleurs temporels humains. C'est-à-dire, vous voyez, on a des caractéristiques, des spécificités, et on trouve des traces de science ou de technologie avancée dans les écrits, dans les actions de notre passé. Et puis des profils types. Et en fait, je suis arrivé à 2025, et il y avait un mec que j'avais repéré,
Peter Thiel, Nvidia, enfin bon, il y a la haute technologie, vous savez, les super intelligences artificielles, la Silicon Valley, etc. Dans le mouvement MAGA, Peter Thiel, multimilliardaire, qui a soutenu J.D. Vance, le vice-président des États-Unis d'Amérique, enfin bon, peu importe. Je pensais que, tiens, ça doit être un Jedi. En fait, c'est un senior Sith, lui. Et le grand prêtre des involutifs, pour faire simple. Et il y avait un mec sur YouTube, et c'était l'ex-lieutenant général Flynn, FLY2N. Il mettait en alerte. J'ai vu début octobre sur la chaîne YouTube de Tucker Carlson, attention danger, quoi. Attention danger. J'ai dit, c'est qui ce mec-là? Et ce mec-là, il a été directeur de la DIA, c'est Defense Intelligence Agency, c'est une agence. Les États-Unis ont 18 services secrets, 18 agences de sécurité. La DIA en est l'une des principales. Donc il a été directeur de la DIA. Et ce gars-là, si vous voulez, c'est un expert mondialement reconnu comme géopolitologue, expert en guerre cognitive, guerre de l'information. Vous savez, Sun Tzu, l'art de la guerre, c'est-à-dire comment manipuler les gens. C'est une pointure. Il a été conseiller à la défense de Donald Trump sous le premier mandat, mais il a été dégagé parce qu'il était trop gênant. Donc c'est ce gars-là qui dit, ah bon? Et c'est là que je suis tombé sur ce qu'on appelle QAnon. Je sais pas si vous en avez parlé. Qui a entendu parler de QAnon, s'il vous plaît, levez la main. D'accord. QAnon. Qu'est-ce que vous en pensez? Sur le micro, peut-être au fond, comme ça. Au fond. Par vous, monsieur. Tout au fond, près de la porte. QAnon. Ouais. Mais c'est quoi QAnon? Bon, moi, je connaissais pas, hein. Q, en fin de compte, c'est l'association des exogènes avec l'Alliance terrestre. Et donc, ils font la jonction entre les deux. Ouais, bien vu. Ouais, c'est bien dit. Et les Anons sont ceux qui ont réussi, qui ont vu ce qui arrivait et qui ont procédé à divulguer. Alors, vous voyez, attention, de manière méthodologique, scientifique, quand on parle comme ça, on a des assertions. On a des allégations. Est-ce qu'on l'a prouvé, ça? Comment le prouver? Je veux dire, on prouve rien. Mais monsieur a raison. Je vous explique parce que moi, mon point de vue, c'était QAnon, c'était ce que je disais, la pisse en bouteille, la merde en paquet. C'est vulgaire ce que je dis, hein. Mais c'était vraiment mon opinion. Maintenant, écoutez bien. Et en fait, parce que j'ai checké, et c'est vrai parce que, comment dire? En fait, il est vrai qu'il y a une alliance galactique. Vous savez, nos cousins, on va dire terrestres. En fait, il y a à la fois l'alliance galactique et l'alliance terrestre. Et en fait, ça, c'est dingue, mais ça joue pour la libération de notre espèce. Voilà, en gros, c'est ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et on se rend pas compte. Et alors, il faut vraiment pointer du doigt parce que c'est pas facile. Qui a entendu parler un peu Sun Tzu ou l'art de la guerre? Ce général chinois qui a écrit 500 ans avant notre ère, il y a 2500 ans. Sun Tzu, l'art de la guerre. Qu'est-ce que vous pouvez en dire sur Sun Tzu, l'art de la guerre? Comment dire? Ils vont se servir de fausses informations, comme la cabale se sert, au profit donc si on peut dire, du bon côté. Et donc ils vont dire à la fois une chose et son inverse, pour en fin de compte perdre cette cabale. Enfin, j'essaie de pas être trop brouillon là-dedans, mais en fin de compte, c'est de la manipulation. C'est-à-dire que par exemple Trump il dit telle chose, je vais détruire l'Iran, je vais la réduire à et donc il donne à manger en fin de compte à la cabale. Et dans le même temps, il va faire l'inverse, c'est juste parce que ça crée une diversion. Et donc les gens vont plonger dessus, et pendant qu'ils sont en train de regarder ce qui est dit là, il y a d'autres choses qui se passent dans le... Voilà. Vous voyez, par exemple, hier, Nicoletta, elle a ouvert le cycle de conférences. Qui a suivi Nicoletta hier? Ici, là. Ok, elle parlait de psychologie inversée, la matrice, c'est un peu ça, vous voyez ce que je veux dire? On va dire les choses autrement. Sun Tzu, l'art de la guerre, ce général chinois a écrit « Comment vaincre son ennemi sans combattre ». Comment vaincre son ennemi sans combattre? Vous connaissez vous-même, vous connaissez votre ennemi, vous avez toutes les victoires. Vous connaissez vous-même, vous connaissez pas votre ennemi, vous avez une victoire, une défaite. Vous connaissez pas votre ennemi, vous connaissez pas vous-même, vous avez toutes les défaites. C'est-à-dire, c'est sur la manipulation dans l'information. Vous voyez ce que je veux dire ici? C'est un billard à 8 bandes. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand vous regardez QAnon, alors il y a un livre QAnon réinformation, il faudrait lire, parce que quand vous regardez QAnon, parce que je sentais qu'il y avait quelque chose de vrai. Le problème, quand vous avez de QAnon, il y a la désinformation. Vous voyez, il y a des conneries qui sont dites. Quand vous avez des conneries, vous validez, vous dégagez. Premier point. Deuxième point, il y avait aussi les aficionados, vous savez, comme les supporters de foot. Vous voyez, c'est des informations qui sont authentiques, puis après ils vont faire comme ça, et ils déforment le message. Vous savez, il y a une perte de crédibilité de la teneur informationnelle du message. Ça va, je suis clair?
Vous comprenez jusqu'ici? Et quand vous avez ça, voilà. Et en fait, ça, c'est fait sciemment parce que c'est ce qu'on appelle un brouillard de guerre ou un brouillard informationnel. Vous comprenez le truc? Ça vous permet, en fait, QAnon agit, mais de manière planquée, par-dessous, et ça les protège aussi. Je sais pas si je suis clair. Vous comprenez? Donc, faut aller au-delà, en fait. Ouais. En fait, oui, parce que ce que vous devez comprendre, Madame a raison, parce que s'il y a des gens qui veulent comprendre, il y a le physicien français, vraiment, il a des brevets, le mec c'est une pointure, c'est Philippe Guillemont, qui en a entendu parler un petit peu. Ok, levez la main. Rétrocausalité temporelle, levez la main. Vous pouvez en parler, madame? Madame? C'est l'application quantique. Alors, en fait, pourquoi je vous parle de Philippe Guillemont? Parce que Philippe Guillemont, lui, il l'a modélisé. Vous voyez, c'est un scientifique, c'est un physicien. Il a fait une modélisation scientifiquement argumentée. Alors, c'est inattaquable, ses travaux sont inattaquables. Par contre, en revanche, ses travaux sont très marginaux. Comprenez? Mais il l'a théorisé. On n'invente rien, c'est du concret. Alors, pourquoi je vous parle de rétrocausalité temporelle? Parce que vous avez des guerres temporelles. Ce qu'a montré Philippe Guillemont, c'est que le temps, il n'est pas linéaire, hein. Il est cyclique. Vous voyez ce que je veux dire? Et le temps est relatif. Il y a l'élasticité temporelle. Ce que vous devez comprendre, on a des lignes temporelles individuelles et collectives, en fait. On peut modifier les lignes temporelles, on peut modifier notre futur en fait, par une connaissance a priori. Alors il y a une guerre à ce niveau-là. Et en fait, par rapport à QAnon, je vous ai dit tout à l'heure, j'ai commencé en 1214, j'étais arrivé jusqu'en 2025. Alors attention, ça c'est un point clé super important. C'est Michel Vaillant, statisticien, scientifique, qui a travaillé pour le CNES, le Centre National d'Études Spatiales. Il a fait une première publication scientifique en 2015 sur les vagues d'OVNI. En co-auteur, il l'a complété en 2025. Pour faire très simple, il a étudié les vagues d'OVNI. Vous savez, les OVNI là, qui atterrissent, qui viennent de partout, brusquement. Et en fait, il a dégagé une loi mathématique anomique. C'est-à-dire que les vagues d'OVNI obéissent à un modèle mathématique qui est prédictible. Je ne sais pas si vous entendez ce que je dis. D'accord? C'est-à-dire qu'on peut prévoir où et quand ça apparaît. D'accord? Et en fait, ça aboutit à un modèle, Jacques Vallée l'a théorisé en 1975, donc il y a plus de 50 ans. Il y a un métasystème de contrôle, on appelle ça la matrice. Hein. D'accord? Ça a été dit dans les conférences. Métasystème de contrôle à plusieurs niveaux. Et en fait, ces vagues d'OVNI, c'est un mode d'apprentissage qui agit sur la conscience humaine. Et c'est bon. Pour la modélisation, c'est Skinner, le psychologue. Comment ça nous, parce qu'en fait, il tripaille tout dans l'inconscient collectif humain, en fait. Hein, ils retirent, remettent des infos. Donc c'est très modélisé, ça. Et en utilisant les travaux de Michel Vaillant, de ce chercheur, le métasystème de contrôle qui régit derrière les vagues d'OVNI, il va arrêter de manière définitive en 2035 son système d'apprentissage. Donc qu'est-ce qui se passe en 2035 en fait? Et j'ai vu que QAnon avait donné le même résultat. Parce que vous savez, QAnon donne aussi des algorithmes. Et il donne des fois des algorithmes avec un petit corpus et je suis arrivé exactement à la même conclusion qu'eux. Alors après la date 2035 peut encore être modifiée, hein. Mais en clair, vous avez en clair 2035, mais ça peut encore être modifié. Écoutez bien ce que je veux dire, c'est reconnaissance officielle des intelligences extraterrestres avec établissement de statut d'ambassadeur ou de diplomate. Vous voyez, donc l'exopolitique rentre de plein pied. Et en fait, on est dans un processus de divulgation qui a commencé vraiment en 2017. En fait, il est beaucoup plus loin. Vous savez, le Nimitz avec les tic-tac qui tournent et l'article dans le New York Times, là, ça a été le déclenchement. Et depuis 2017, on a des vagues sans cesse de déclassification. Ça va tellement vite que c'est difficile de suivre, quoi. Et vous voyez, donc, résultat 2035, bon voilà, on va parler des extraterrestres comme on parle de la Russie, quoi. Et alors, c'est ça qui est vachement important. Écoutez bien, c'est ça qui est vachement important. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Qui a entendu parler de Robert Oppenheimer? Robert Oppenheimer, alors il travaille dans le camp nazi. Robert Oppenheimer, vous avez entendu parler des missiles, les V1, les V2 qu'on bombardait Londres pendant la Seconde Guerre mondiale? C'est lui qui est à l'origine de ces missiles. Et après, Robert Oppenheimer a été le père du programme spatial américain, Mercury Apollo, pour aller sur la Lune. Après, ça discute. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, qu'est-ce qu'il disait Robert Oppenheimer? On le sait par sa secrétaire qui est allée très jeune. Robert Oppenheimer est mort en 1977, je crois. Elle était toute jeune à l'époque, et elle était de 73 à 77 sa secrétaire personnelle, donc elle rapporte, vous voyez, déjà honte rien. Hein. C'est que Robert Oppenheimer, en 1977, il disait quoi? Il disait que, vous avez remarqué, il disait que la première menace existentielle pour l'humanité, là, c'est les soviétiques, hein, c'est la guerre froide. La deuxième menace existentielle, ça serait
Les radicaux musulmans, c'est les islamistes, hein, on l'a eu. Vous voyez ce que je veux dire? Et la troisième menace existentielle, ça sera la menace extraterrestre. Comprenez le truc? Et c'est bien, il y avait déjà des rapports déclassifiés, 1954, rapport de la montagne de fer. Il dit déjà, pour contrôler les gens, menace extraterrestre qui est brandie. Et vous avez remarqué que depuis 1945, on était dans un état de guerre permanente, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ça que ça fonctionne et c'est comme ça qu'on nous maintient en esclavage. Ça va vite, hein. C'est-à-dire que ça brasse beaucoup de choses, mais que à quel moment on pourrait fixer un point, un but, si c'est possible. Parce que pour moi, personnellement, par rapport à mon entendement, on part de tellement de choses et ça switch tellement vite d'un côté à l'autre. Dans mon entendement, je m'excuse, mais ça me fait penser à du scrolling. Je sais pas si c'est comme ça que ça se dit, mais c'est des gens qui font passer des images. Et si on pouvait juste aller dans une direction sans prendre trop de direction, ça serait plus facile de rester centré. Mais si c'est possible. Je m'excuse. Non, clair, parce que pour vous, c'est très éclectique, c'est très éclaté. Oui, Il n'y a pas de fil conducteur, c'est ça? C'est-à-dire que... Il n'y a pas de colonne vertébrale. Il y a une colonne vertébrale, mais ça part dans tous les sens à la fois. Et pourtant, là, j'essaye de... Tac. Oui, je vois bien, vous essayez. Alors, on va faire très simple. Colonne vertébrale. Alors, Merci. Point numéro 1. Est-ce que vous avez compris qu'il y a les méchants et les gentils? Mais en fait, c'est difficile parce qu'en fait, c'est tout un ensemble. Mais et ça s'appelle l'exopolitique. Je suis désolé. C'est l'exopolitique parce que C'est le sujet. ça s'appelle l'exopolitique et en fait, il faut en parler. Mais c'est pour ça que Prenons un peu plus de temps pour arriver à... ok, on va faire très simple. Je vais essentialiser, Madame. Et vous allez me dire, je vais essentialiser, vous allez me dire si c'est clair. Et aussi. Alors, vous avez compris deux choses. La première, c'est qu'on n'est pas les seuls sur Terre. On n'est pas les seuls dans l'univers. Parce que, d'accord. Et je vous ai pas parlé des cellules Kardashev. Il y a beaucoup de classifications. On n'est pas les seuls. Deux, il y a des méchants et des gentils. Est-ce que vous avez compris ça? Voilà. 3, on a un libre arbitre quand même. Ça c'est important. Et 4, ça va bientôt nous péter à la gueule. Est-ce que ça vous l'avez capté? Et là, en fait, on résume pour conclure, ça va bientôt. Il va y avoir la question du choix. On a un libre arbitre. Le choix sera à la fois individuel, vous-même, vous avec vous-même, dans votre relative, et le collectif, l'espèce humaine. On va avoir deux choix. Alors, ou bien on prend la voie, vous savez, j'allais dire de l'éveil, vous savez, une forme d'harmonisation entre la science et la spiritualité, comprenez, avec le respect des espèces animales et des variétés végétales, c'est le premier point. Ou alors, on va prendre la voie, comme on appelle ça, du transhumanisme, vous voyez ce que je veux dire, et la voie du contrôle total, il y a l'un ou l'autre. Mais en fait, c'est déjà gagné d'avance, donc non mais sérieux, mais en fait, il y a une question de choix. Et les autres, vous le direz, les collègues qui interviennent, vous voyez, quand ils disent on est en éveil, 3D, 4D, 5D. Vous voyez ce que je veux dire? Alors ouais, en fait, c'est vrai. Vraiment, oui, franchement, c'est difficile à admettre. Et vous voyez, là, je dis à la caméra, ce que je dis, c'est des assertions, des énumérations, des allégations. Il n'y a aucune preuve. Mais c'est qu'en fait, il y a un plan écrit à l'avance. Ça va jusque-là? Ce plan écrit à l'avance, que ça soit à la fois individuel ou collectif pour l'espèce humaine, il s'adapte selon les circonstances. Ça va jusque-là? C'est la création de la matrice en temps ouais. réel. Les êtres involutifs qui sont de niveau 4, qui veulent maintenir l'espèce humaine en esclavage et en servitude, avec le niveau 3, vous savez, les humains qui collaborent, vous voyez ce que je veux dire? Macron, c'est le niveau 2, d'accord? Il y a le niveau 3 et le niveau 4. Bon, au niveau 4, ils essayent de contrôler les choses, et de contrecarrer, c'est comme une partie d'échecs, mais au final, ils ont déjà perdu, quoi. Et c'est comme une partie d'échecs où vous essayez de retarder l'inévitable, voilà, quoi. En gros, c'est ça, quoi. Je sais que ça peut paraître... Ouais, voilà, vous avez tout compris. La lumière a déjà nettoyé dans les royaumes supérieurs, et en fait, ça descend chez nous. Le point clé, il est là. Le point clé, là, gagné pour qui? C'est qu'en fait, le nettoyage s'est déjà fait dans des sphères supérieures, entre guillemets.
Je caricature. Et en fait, ça descend chez nous. Donc, par exemple, vous voyez, les 3,5 millions de documents sur Einstein accessibles sur le site du ministère américain de la Justice. Faites vos recherches parce qu'au niveau OVNI, on en apprend pas mal. Hein. Le mec, il a bloqué la recherche antigravité sur les ovnis, Einstein. Hein, ça, faut le savoir. Hein. C'est pour ça qu'il voulait récupérer, par exemple, vous savez, on a Eric, notre mathématicien français, Minoel Fels, et il voulait circonscrire les cerveaux les plus brillants dans tous les niveaux, quoi. Voilà, quoi. Bon, je m'arrêterai là, quoi. Donc, en résumé, vous avez madame, monsieur, vous avez bien résumé, on a déjà gagné. Le nuage, il descend chez nous, quoi. Et ça s'appelle l'exopolitique. Et oui, je suis parti de manière très conventionnelle, hein. Et j'essaie de résumer. Et surtout, ayez un esprit critique. C'est-à-dire que si vous avez des gens, des femmes ou des hommes, moi, je suis, moi, je connais un tel dans quel coin de la galaxie, bon, bah, je veux bien, mais il faut, oui. Voilà, quoi. Donc, bon, on s'arrêtera là, et vous voyez, processus d'intelligence collective. Je sais pas grand-chose, en fait. C'est ça. C'est la mise en commun des savoirs de chacun et chacune. Je sais pas si je suis clair dans le truc. Le sujet est complexe, mais vous avez vous avez apporté vos contributions et c'est ça qui est le plus important. Voilà, je vous remercie. Par rapport à la lumière et par rapport à l'ombre, on fait une fixette sur la lumière. Mais la lumière a besoin de l'ombre et l'ombre a besoin de la lumière. C'est un équilibre, c'est une non-dualité, c'est l'intégration réciproque de tout. Donc, on peut pas dire, ouais, la lumière a gagné, l'ombre a perdu. Non, non. Non, les deux. C'est juste clair que les deux sont ensemblement liés, exactement comme dans le yin et le yang, que nous on est situé là-dedans et qu'on projette ce qui nous vient à l'instant même. Ça veut dire que la bascule, elle est juste devant nous. Et nous, si on atteint un point suffisant, on peut opérer cette bascule par rapport au devenir, et le devenir de la perte ou du gain, il est toujours possible, parce que la bascule, il suffit d'être suffisamment nombreux pour la provoquer. Et c'est un pourcentage qui est petit, le nombre qui est nécessaire. Et peut-être qu'avec des histoires comme il y a ici, on va arriver à s'unir pour faire cette bascule et enfin la faire réaliser. C'est pour ça que, vous savez, vous êtes là, mais votre présence est super importante. Je sais pas si vous le sentez. Non, mais vous savez, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, là, qui êtes là, votre présence est super importante. On dit graine d'étoile, ce que vous voudrez, mais pour agir sur la psyché humaine, vous voyez ce que je veux dire, on a besoin c'est parce que vous êtes super important pour implémenter, pour changer la direction aussi. Vous voyez, je dis on a gagné d'avance, oui, mais il faut le faire quand même, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est aide-toi, le ciel t'aidera, quoi. Vous voyez? Et par rapport à la lumière ou les ténèbres, moi, je peux vous garantir un truc, il faut les buter, là. Parce que les involutifs, quand ils mangent, vous devez savoir, hein, ils bouffent de l'humain, il y a le trafic d'être humain spatial, et ils se nourrissent de nos émotions, la peur et la colère, quoi. Donc là, c'est pas bisounours, on bute, on tue, on éradique. Parce qu'on a laissé le mal prospérer trop longtemps. Mais après, c'est les cycles, 25 920 ans, c'est les cycles, c'est normal. J'ai quelque chose à répondre par rapport aux involutifs qui nous dévorent. On retrouve la même chose sur Terre. On dévore les animaux. Donc on peut pas dire il faut buter les involutifs si nous-mêmes nous faisons la même chose. Exact. Voilà. Adrien, ça c'est un vaste débat. Je me souviens de ton poste. Il y a juste un truc, par exemple, vous savez ce que j'appréciais les Amérindiens. Par exemple, les Amérindiens, avant qu'on arrive, vous savez, par exemple, ils allaient à la chasse, mais après ils faisaient la prière, la célébration pour le frère ours ou le frère vison qui avait été tué, qui allait nourrir toute la tribu, la peau, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Là, ça tuait, mais c'était une légitimité dans l'échelle alimentaire entre guillemets, quoi. Mais c'était fait avec respect, selon des pratiques spirituelles sacrées. Vous comprenez le truc? Là, dans ce cadre-là, c'est correct. Je dis bien, mais c'est vrai. Vous savez, c'est vrai. En fait, quand on bouffe de la viande, on absorbe l'énergie vibratoire parce que dans les abattoirs, c'est les juifs à Auschwitz, hein, c'est ça le truc. Hein, et on absorbe. Après, il y a aussi le point spirituel, c'est transformer le poison en nectar, en fait, un peu comme le paon. Si dans un processus alchimique, si on en mesure deux. Enfin bon, c'est un vaste débat, quoi. Mais voilà, donc chapeau bas, mesdemoiselles, messieurs, voilà, mesdames. Merci.